Très bonne question, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que le closing est saturé aujourd'hui? Je pense qu'il y a plein de closers qui sont pas très bien formés, qui font pas le taf. Il y aura vraiment, je pense, un gros fossé, un gros gap qui va se creuser entre les closers qui sont très scriptés, beaucoup dans l'argumentaire, qui savent pas poser les bonnes questions, qui mettent une grosse pression au prospect, et ça marchait dans les années 80, ça marche plus aujourd'hui, versus du coup les closers qui savent vraiment créer la relation, poser les bonnes questions et dans l'écoute de l'autre et finalement qui vont réussir à aider leur prospect à passer à l'action de la plus belle des façons. Pour performer rapidement, donc au bout de 2 mois et demi, j'ai trouvé une mission. 3e mois, je commençais vraiment à en vivre et 4e mois, 5e mois, là c'était parti, la machine était lancée. Enfin, à la base, c'était au moins 10 000 € par mois. Yo les gars, j'espère que vous avez la forme. Je vous fais une petite vidéo depuis la Thaïlande, d'où je me trouve. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que je puisse vous partager la valeur sur le closing. Le marché actuel, comment ça se passe, comment s'y développer, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça ne l'est plus, est-ce que ça ne l'est pas. Pour remettre un peu de contexte, du coup, moi je m'appelle Pierre, je suis dans le closing depuis quasiment 4 ans, j'ai été closer, 16 coach, du coup je coachais des closers et aussi des freelances à la vente, au closing, plus précisément. Et aujourd'hui je suis Head of Sales, donc je suis directeur commercial, je manage du coup un pôle vente. Je forme les closers, je recrute, je manage. Et en parallèle, du coup, je forme aussi des closers qui partent de zéro pour qu'ils puissent se reconvertir dans ce métier et réussir à performer rapidement. Donc le sujet du jour, c'est est-ce qu'on peut encore vivre du closing ou pas, et si oui, de quelle façon? Comment réussir à vivre de ce métier, de cette compétence, parce qu'on entend un petit peu de tout aujourd'hui sur le marché. Et donc ma copine va me poser des questions auxquelles je vais répondre. Elle va les poser depuis la piscine, du coup on la verra peut-être pas. Et moi je vais répondre depuis mon petit fauteuil. C'est parti! Est-ce que le closing est saturé aujourd'hui? Est-ce que le closing est saturé aujourd'hui? Très bonne question. La réponse est non, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de closers qui se forment certes sur le marché, mais aussi de plus en plus d'infopreneurs, de gens qui vendent des produits digitaux, des formations, des accompagnements, des coachings, et qui ont justement besoin de faire appel à un closer qui est bon pour qu'ils puissent derrière réussir à vendre leurs produits. Donc il y a un besoin, une demande qui est quand même vachement grandissant. Je pense que dans un avenir, justement, le marché de l'infoprenariat, le marché de la formation, il va aussi être amené à grandir, et c'est pas moi qui le dis, c'est plein de statistiques qui disent que c'est un marché qui vaut vraiment, je pense, à exploser dans les années à venir, comme ça a été le cas aux États-Unis. Et du coup, il y a encore un gros besoin de closer et surtout un besoin de closer performant et bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché en France, il y a plein de closers qui sont pas très bien formés, qui font pas le taf, qui font malheureusement pas l'affaire parce qu'il leur manque les bonnes compétences, il leur manque le bon savoir-être, et c'est des gens finalement qui durent jamais très longtemps dans le closing. Donc le marché actuel, il manque cruellement de bons closers, de closers qui sont performants, mais surtout qui sont formés aux bonnes compétences commerciales et qui ont aussi une belle approche de la vente, une approche qui est humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la méfiance, dans une ère à laquelle en fait la création de relations et de confiance sont plus qu'importantes, d'où l'importance du coup en fait d'avoir des belles compétences humaines et de réussir à se différencier des autres closers de cette façon-là. Donc pour moi, c'est vraiment comme ça que ça va se passer et j'espère que ça répond à la question. C'est plus dur ou plus facile de trouver des missions qu'avant? Alors c'est plus facile aujourd'hui de trouver des missions qu'avant, ou du moins à l'époque où je me suis lancé, je pense, parce que le marché est plus mature. Vos clients potentiels sont beaucoup plus éduqués sur le besoin de faire appel à un closer pour réussir à mieux performer sur la partie commerciale. Et si tu as un bon closer, que tu as des bonnes compétences, que tu performes rapidement, il n'y aura aucun souci pour toi. Il faut juste pour ça être bon. S'il y a des closers aujourd'hui qui galèrent sur le marché, c'est des closers qui n'ont pas les bonnes compétences, qui n'ont pas su faire la différence justement en bossant avec des clients, et des closers malheureusement qui galèrent un petit peu de mission en mission. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les débutants? Ouais, il y a encore de la place pour les débutants, et encore une fois, ça va dépendre d'un truc, c'est de la façon à travers laquelle tu te formes, par qui tu te fais former, comment tu te fais accompagner, et surtout quelles compétences on te transmet. Et si tu deviens bon rapidement, que tu as les bonnes compétences et que tu arrives en fait à faire la différence dès lors que tu commences une mission, il n'y aura aucun souci pour toi, ça va bien se passer. Est-ce que quelqu'un peut vivre uniquement du closing aujourd'hui? Bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as les compétences, que tu as une mission dans laquelle tu es impliqué à 100%, en fait tu as tout ce qu'il faut pour vivre du closing, très très bien vivre du closing, donc ouais. Ok. Et à partir de combien de temps tu peux commencer à en vivre justement? Ça dépend de toi et la vitesse à laquelle tu vas. Tu vois, moi, quand je commençais il y a plus de 4 ans de ça, c'était le plan A, il n'y a pas de plan B ni de plan Z. Et je me le suis vraiment donné à 10 000% pour performer rapidement. Donc, au bout de 2 mois et demi, j'ai trouvé une mission. 3e mois, je commençais vraiment à en vivre. Et 4e mois, 5e mois, là, c'était parti, la machine était lancée. Donc, ça va dépendre de toi. Si tu as envie d'y aller très tranquillement avec ton taf en parallèle, tu peux y aller tranquillement, step by step, et dire, OK, je commence à gagner, je sais pas, 800, 1000 €, 1500, 2000 € à côté. Et dès lors que tu as envie d'y aller à 1000%, tu peux commencer à développer davantage. Donc, en fait, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de réponse sur mesure. Ça va dépendre de toi, de la vitesse avec laquelle tu as envie d'aller. Si là, tu as du chômage devant toi, que tu as envie mettre les bouchées tripes et d'y aller à fond, tu peux en vivre rapidement. Ça va dépendre de toi. C'est quoi un revenu réaliste au début vs après un an? Un revenu réaliste, au début quand tu commences, en fait ça dépend de l'offre que tu vends, avec qui tu travailles. Donc si je sais pas, typiquement tu vends une offre qui est à 3 000 €, que tu as 10% de commission, du coup ça te fait 300 €, ça va dépendre du nombre d'appels que tu prends et de ta conversion. En fait il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais pour les closers que je connais, moi j'en ai aussi fait partie il y a plus de 4 ans, au départ quand tu commences tu fais du 2-3 000, et après ça peut rapidement grimper en fonction de l'offre que tu vends. Forcément, si tu vends une offre qui est à 1 000 €, une offre qui est à 10 000, la commission c'est pas le même et les revenus potentiels c'est pas les mêmes. Et en fait il y a aussi un effet cumulé qui peut s'installer, c'est-à-dire que quand tu closes quelqu'un, tu peux closer en one shot, ou le prospect peut aussi payer en 1, 2, 3, 4 fois. Et en fonction des missions dans lesquelles tu trouves, mais c'est quand même dans la plupart des scénarios que ça se passe comme ça, ta commission elle peut être coupée en 4 si le paiement il est fait en 4. Donc en fait, plus tu es impliqué dans la mission sur du long terme, plus tu as cet effet boule de neige qui se met en place, où du coup tes revenus ils augmentent, tu as les mensualités, enfin les commissions des mois passés qui viennent s'ajouter, et à la fin tu peux commencer à avoir des revenus qui sont assez cool. Et toi, du coup, en mois normal, pour toi, ça ressemble à quoi financièrement? Je parle pour moi, mais pour moi un mois normal, en tout cas un mois qui était, à la base c'était au moins 10 000 € par mois.
Mais c'était par rapport au standard que je m'étais imposé, par rapport vraiment à pour de closer, c'est au moins 5000, au moins 4000. Tout va dépendre en fait de ton application, un petit peu de où tu mets la barre, tu vois. Et on est tous très très différents par rapport à ça, ça va dépendre de toi. Il y a des gens qui sont très heureux avec 3 4000 pour qui c'est déjà bien énorme et c'est totalement ok. D'autres pour qui ça l'est pas, ça va dépendre de toi. Est-ce qu'il y a un côté chance dans ce métier? Alors du coup, la bonne nouvelle, c'est que non. C'est-à-dire que si tu la donnes, si tu bosses beaucoup, si tu te prends des claques, si tu mets ton ego de côté, si tu arrives à monter en compétences massivement au départ, c'est les résultats qui vont parler d'eux-mêmes et du coup, la chance, elle est mise sur le côté. Au départ, quand j'ai commencé, j'étais nul. J'étais vraiment éclaté au sol. Je venais du paramédical, j'avais aucun réflexe dans le questionnement. J'avais plein de croyances sur la vente que j'ai dû débunker. Et je pense que je suis l'exemple parfait du mec pour qui la chance pouvait pas jouer, qui a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne et pour qui ça a marché. C'est quoi les qualités indispensables pour un closer? Pour moi, c'est déjà number one, la coachabilité. Être prêt à se remettre en question, être prêt à mettre ton ego de côté, être prêt à interroger tes croyances, à les déconstruire, être prêt à voir les choses différemment, peu importe où tu en es. Est-ce que ça fait depuis 1 an que tu es closer, depuis 2 jours, depuis 4 ans, depuis 10 ans? Et ça, pour moi, c'est la compétence number one dans le closing et aussi dans plein d'autres métiers et dans l'entrepreneuriat de manière plus générale. Autre compétence qui est importante, je pense, c'est le savoir-être. Dans le closing et notamment sur le marché français, il y a un truc qui est sous-coté, c'est vraiment les soft skills, on appelle ça. C'est ta rigueur, ta discipline, ta ponctualité, ta communication avec tes équipes, avec tes prospects, avec tous les personnes avec qui tu travailles. Et en fait, tu as plein de closers aujourd'hui sur le marché qui sont pas bons là-dessus, qui font n'importe quoi, qui véhiculent une mauvaise image d'eux-mêmes et finalement qui font pas l'affaire et c'est des gens pour qui ça se passe pas très bien. Est-ce qu'un introverti peut réussir dans ce métier? Non, il peut pas réussir. Mais par contre, il peut casser la baraque. C'est-à-dire qu'en fait, un introverti en vente, c'est quelqu'un qui a juste des compétences incroyables, notamment dans le closing, qu'un extravert aura peut-être moins. Je pense à l'écoute active, je pense à l'intelligence émotionnelle, à l'empathie, à la gestion des silences et même surtout à l'espace et au temps qu'il laisse à son prospect pour qu'il puisse développer plein de choses et surtout qu'il y ait une création de relations et de confiance qui peut se créer plus facilement. On fera bien plus confiance à un introverti en vente qu'un extravert. On a tous un peu le cliché, je pense, du closer, du commercial, qui a la charge, qui argumente, qui parle beaucoup, qui pourra te vendre n'importe quoi. Et ça ne crée pas de confiance. Généralement, c'est des gens qui vont provoquer la vente, mais qui ne vont pas permettre au prospect de la créer en lui-même et finalement que le prospect s'auto-close. Donc si tu es un introverti, rassure-toi, tu as des bêtes de qualité, bêtes de compétences pour être un top player, un top closer. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Très bonne question, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? En fait, je vais donner un exemple, c'est comme pour le sport, tu vois. Pour dire, ok, il y a plein de gens, je sais pas, qui ont un bête de corps et tout. Apparemment, il faut juste faire du sport pour avoir un bête de corps. Mais comment t'expliques qu'il y a aussi peu de gens autour de toi qui n'en fassent pas, alors qu'on sait que ça marche, le sport? C'est parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire, tout le monde n'est pas prêt à être discipliné, à passer des calls, à s'impliquer sur la durée et à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Sur le papier, c'est vrai que ça peut faire un peu tout beau, tout rose, mais peu de gens sont prêts à faire ce qu'il faut pour que ça marche réellement. Il y a une très très belle liberté à la clé, certes, mais ce qu'on ne voit pas, c'est le trajet pour y parvenir. Genre, les claques que tu as besoin de te prendre, l'ego qui peut te marteler, crabouiller au départ quand franchement tu fais des trucs qui sont pas cool et que tu te prends des feedbacks qui sont pas simples à intégrer. Et surtout après la discipline et la vision très long terme et puis la rigueur dans ce métier. On va s'arrêter là, je suis en train de me liquéfier sur place, j'espère que ça a pu t'apporter de la valeur. Si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas à me les poser sur Pierre Boost, c'est mon Instagram, on va le mettre juste en bas, juste ici. Et du coup on se dit rendez-vous à très très vite. Et puis même bravo à toi d'avoir regardé cette vidéo, parce que si tu as regardé cette vidéo, c'est que je pense que tu prends aussi au sérieux ce projet-là et que tu commences à investir un petit peu de temps, donc bravo à toi pour ça. Et on se dit rendez-vous peut-être à très vite. Ciao ciao.